Météo Open Field, table ronde numéro 3 avec une table ronde 100% masculine. Je le déplore, mais c'est comme ça. On va parler innovation en agriculture. Découvrez votre ferme du futur. Je vous présente mes invités. En face de moi, Jérôme Damy, pilote de la Digiferme de Mermaigne. Olivier Clity, à ses côtés, directeur stratégie innovation RSE et digital chez Invivo. Adrien Thuré, responsable du développement de Ferme Leader et Julien Badureau, à ma gauche, agriculteur chez EMC2. On démarre avec vous, Jérôme. Donc, je l'ai dit, pilote de la Digiferme de Mermaigne. Vous êtes chef de projet innovation et numérique. Vous êtes dans le 28, Eure-et-Loire, c'est bien ça. Digiferme labellisée en 2018, si mes chiffres sont exacts, spécialisée dans le domaine du numérique agricole. Alors, si on résume, c'est un réseau qui a été mis en place à la demande du gouvernement pour explorer la digitalisation des fermes en France, dans tout l'Hexagone. Un réseau de 20 fermes connectées dans la vigne, l'élevage, le maraîchage, grande culture. Alors, Hexagone et Dom-Tom. Mais du coup, 20, c'est pas beaucoup, finalement. Alors, si on compte l'Hexagone et les Dom-Tom. Ouais, exactement. Ouais. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir une multiplicité de ces fermes. On cherche plutôt, et le recrutement se fait sur dossier. Donc, en fait, on postule, on remplit un dossier avec le descriptif de la Digiferme, de la ferme plutôt au départ, ce qu'on y fait, les projets qu'on y mène. Et du coup, il y a un choix qui est fait sur ces dossiers-là et on est labellisé ou non à la suite de cette réponse-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de nouveaux entrants. Il peut y avoir de nouveaux entrants et il y a des appels à candidature qui sont faits régulièrement à chaque relabellisation. Donc nous, ça fait la deuxième fois qu'on est labellisé. Donc on a dû repasser, on va dire, ce test-là et on a été réaccepté. Et donc voilà, donc on mène des projets sur les objets connectés, sur la data. Alors voilà, Jérôme, agriculture connectée, quels apports des nouveaux usages numériques ? Alors nous, la Digiferme de Mermaigne, c'est une ferme qui est dans le Perche, donc qui est dépendante de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire. Et on s'est spécialisé sur les objets connectés. Donc du coup, station météo connectée, température de sol, d'humidité, etc. Et l'idée, en fait, en réalisant tous ces tests, on s'est vite rendu compte qu'on produisait beaucoup de données. On captait beaucoup de données environnementales qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, et tout ça de manière automatique. Et le problème de cette captation, au final, c'est qu'on avait beaucoup de données qu'il fallait quelque part traiter. Centraliser et valoriser, en fait, pour arriver derrière un conseil et une valorisation de ces données-là. Le seul problème, c'est que on s'est vite rendu compte qu'on était sur des applications différentes, avec des problèmes d'interopérabilité de données, où des fois c'était difficile de faire matcher des données les unes avec les autres. Et du coup, on s'est dit il fallait peut-être développer une interface qui permette de s'appuyer sur les API, donc qui sont des programmes informatiques qui permettent de récupérer de la donnée en direct, et de créer quelque chose, un échelon supplémentaire qui permette de centraliser toutes ces données-là auprès de l'agriculteur et de pouvoir lui faire un espèce de tableau de bord quotidien de son exploitation. Un peu la domotique, en fait, qu'on pourrait avoir chez nous à titre personnel. Alors, expliquez-nous quelles ont été peut-être les différentes phases de développement de cette ferme connectée et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, si on faisait un point d'étape en 2023 ? Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on a traité toute la partie test d'objets connectés, donc on a testé la majeure partie des stations météo connectées et autres. La conclusion, c'est que c'est plutôt fiable, ce sont des capteurs assez efficaces. Maintenant, l'idée, justement, c'est de traiter toute cette data. Et là, on est plus sur l'étape de standardisation, de consentement de l'agriculteur sur le partage et de valorisation de la donnée. Donc là, on est en train, nous, on a développé une preuve de concept d'un portail qui permet de centraliser cette donnée-là. Maintenant, c'est de la passer à un stade supérieur pour pouvoir l'industrialiser au final et toucher beaucoup plus d'agriculteurs. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, le consentement de l'agriculteur, pourquoi ça peut être une problématique ? C'est un point important, c'est qu'en fait, il doit nous donner accès à la donnée, un consentement éclairé, de savoir à qui il partage cette donnée-là, et de pouvoir révoquer ce consentement-là à tout moment. De dire, là, je n'ai plus envie de partager cette donnée-là avec tel acteur. Ce n'est pas un engagement à long terme. Ce n'est pas un engagement à long terme, mais l'idée, justement, c'est qu'il puisse avoir la liste des acteurs avec qui il partage telle et telle donnée, de pouvoir en accepter de nouveaux ou en révoquer des acteurs existants. Donc ça, c'est Ag Data Hub qui travaille là-dessus, donc API Agro. Donc du coup, on a participé aussi à ce développement-là. Et c'est vrai qu'initialement, on parle d'un projet qui a commencé à peu près en 2016, et qui a mis du temps quelque part à sortir, mais c'est un temps nécessaire pour arriver à quelque chose d'efficace et de fiable. Alors, quelles activités sont développées sur la Digiferme ? Est-ce que vous pouvez tout tester ? Non, on ne peut pas tout tester. Nous, on a fait le choix aussi, alors qui est peut-être différent d'autres modèles, mais d'acheter nos capteurs. Quelque part, pour en dire un peu ce qu'on veut et d'être assez libre sur les tests qu'on souhaite mener.
Parce que des fois, il y a des protocoles qui nous demandent de les tester dans telle et telle condition qui ne sont pas forcément, on va dire, correspondantes du test qu'un agriculteur pourrait faire chez lui. Et en général, nous, on teste aussi bien sur la ferme de Mirmaigne et on transpose, donc on achète 2 équipements en général, chez un agriculteur. Donc on a un groupe de 40 agriculteurs qui est en parallèle de la ferme de Mirmaigne, chez lesquels on teste des capteurs dans des conditions réelles, quelque part quotidiennes d'un agriculteur. Voilà. Nous, on est une ferme expérimentale, on a aussi un peu plus de temps. L'agriculteur, il est dans d'autres conditions. Voilà. Donc les deux sont intéressants. Nous, on va tester la qualité de la donnée et l'agriculteur va tester plutôt l'ergonomie de l'application. Oui. Vous me disiez justement, l'objectif désormais, c'est la montée en compétences des agriculteurs. Il faut les accompagner, il faut les former aussi. Comment être certain finalement de la rentabilité de ces objets connectés en temps, mais en argent aussi? Alors la rentabilité, c'est quelque chose de compliqué avec les objets connectés. En général, on va gagner du temps. C'est la principale qualité de ces objets connectés-là. Après, pour gagner réellement de l'argent, limiter les intrants, etc., réduire les coûts, il va falloir en fait lier ces objets connectés-là à des OAD. Donc il y a des outils d'aide à la décision qui vont nous permettre d'aller l'échelon plus loin. OAD, outils d'aide à la décision. Ouais. Une station météo, par exemple, je prends toujours un peu cet exemple-là, ça peut être gadget. C'est quelque part peut-être pas plus efficace que la météo que j'ai sur mon téléphone de manière courante. Maintenant, si je lis cette météo à ma parcelle et que je la rentre dans un outil d'aide à la décision qui va me permettre d'avoir des prévisions de maladies, une gestion de l'irrigation, etc., là, je vais être pertinent. Et du coup, je vais pouvoir peut-être réduire un tour d'eau, réduire un traitement. Donc ça, c'est un réel gain. Si je ne mets pas de l'intrant dans ma parcelle, c'est un gain direct. En étant très objectif, quel est le retour d'expérience des agriculteurs aujourd'hui ? Le retour d'expérience, il est, je veux dire, en demi-teinte. On a eu une explosion, une bulle, on va dire, des objets connectés, on va dire, de 2016 à 2018, avec beaucoup d'objets qui sortaient. Il y a eu un écrémage de fait, avec là maintenant, ceux qui restent, on va dire, c'est ceux qui sont pertinents. Mais il y a pour moi encore un manque d'appropriation des agriculteurs. Une réticence Non, du fait justement de pouvoir justifier le gain. On est vraiment là-dedans. Et pour moi, ça passera, comme je vous l'ai dit, via l'import des données dans les outils qu'on utilise de manière courante. Et sans ce lien un peu naturel et simple, ça va être compliqué de développer les objets connectés à grande échelle. Et l'autre partie, c'est que nous, on a aussi un problème démographique sur le territoire. Je pense que c'est aussi national. On va avoir, dans 4 ans, on va avoir 40% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Qui partent à la retraite. Donc les exploitations vont être reprises, bien sûr. Il va falloir refaire un travail de... Mais du coup, elles vont être plus grandes en général. Je pense qu'on va avoir une augmentation des surfaces avec pas plus de salariés agricoles. On a un peu une crise des vocations de ce côté-là. Donc il va falloir des outils, qu'ils soient numériques ou non, en fait, pour pouvoir piloter ça de manière plus efficace et optimiser en fait le temps qu'on va pouvoir consacrer aux travaux quotidiens. Donc cette démographie va aider comment je pourrais dire ça, pardon pour j'ai perdu. Alors, mais ça veut dire qu'il va falloir redémarrer ce travail de prosélytisme que vous faites sur Alors pas le redémarrer, mais nous on fait beaucoup de vulgarisation. Alors là on va avoir une série de vidéos qui va sortir sur vulgariser des technologies, le bas débit, tout ce qui est intelligence artificielle, et les modèles agronomiques, d'expliquer à l'agriculteur et qu'il ait les clés en fait, parce que c'est un nouveau métier aussi, il devient technicien informatique quelque part. Donc de vulgariser tout ça en fait pour arriver à lui apporter quelque part du langage, des compétences et de faire en sorte qu'il soit éclairé, on va dire, dans les choix qu'il pourra faire au quotidien. Parce que le but, c'est de les aider. C'est ça, complètement. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Olivier Cléty, j'ai dit, vous êtes directeur stratégie, innovation, RSE et digital chez InVivo. Vous êtes donc monsieur innovation du groupe, on vous appelle comme ça. D'ailleurs, d'habitude, vous avez la casquette monsieur innovation. Vous avez un rôle transverse. Votre mission, c'est d'aller capter l'innovation et rappeler qu'elle fait partie des axes stratégiques du groupe. Oui, ça fait partie des éléments un petit peu clés du développement. C'est-à-dire que depuis quelques années déjà, le groupe avait initié un certain nombre d'initiatives avec Quest, par exemple, où l'objectif, c'était d'être un petit peu en avant-garde, en avant-recherche, aller sourcer des nouvelles technologies, des nouvelles applications, des nouveaux savoir-faire, pour ensuite les tester dans des périmètres comme ceux dans lesquels on est aujourd'hui. Ça, c'est la partie un peu plus
conventionnels, agricoles, mais aussi on a une responsabilité sur tous les métiers industriels du groupe. Bien sûr. Donc on travaille autour des modèles d'intelligence artificielle, on travaille autour d'un certain nombre d'autres axes, y compris industriels, pour bien s'assurer qu'on est capable, d'une part, d'aller chercher les technologies au plus tôt quand elles se présentent, pour garder cet avantage compétitif éventuel, mais aussi pour être en capacité de les déployer dans les métiers, parce qu'on a une cellule d'innovation qui est peu nombreuse, hein, on n'a pas des grosses équipes. L'idée, c'est vraiment d'aller sourcer les technos et ensuite les tester dans différentes conditions. Et une fois qu'elles sont probantes ou pas probantes, en cas de non-probation, elles sont éjectées. Mais par contre, une fois que c'est prouvé qu'on arrive à faire fonctionner, on essaye de les faire approprier par les métiers pour un déploiement à plus grande échelle. Et ça, dans tous les métiers du groupe. Alors, cette cellule-là est assez récente puisqu'elle s'est constituée à la fois des équipes qui venaient de chez Soufflet et des équipes qui venaient de chez Invivo. Donc on continue à développer les domaines d'application dans les différents métiers du groupe, mais elle a vocation à couvrir l'ensemble des métiers. Alors en quoi consiste l'innovation aujourd'hui en 2023 dans le groupe Invivo? Alors beaucoup de choses. Ouais. Si on commence par l'industrie, puis je terminerai peut-être par le monde un peu plus agricole, intelligence artificielle, digitalisation, même si la digitalisation, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, et je suis assez d'accord, hein, on a eu un boom avec les objets connectés, puis ensuite on s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette donnée? Tout le monde estimait qu'il y avait une valeur incroyable dans cette donnée, mais finalement aujourd'hui on s'aperçoit que on n'a encore pas complètement réussi à trouver le modèle de valorisation de cette donnée. Donc les OAD et les modèles d'intelligence artificielle qui commencent à se développer doivent nous permettre de développer un modèle de valorisation autour de ces sujets. Le changement de génération agricole va aussi probablement nous aider à déployer ces différents modèles, à la fois par la réduction du nombre de personnes et d'exploitation, l'augmentation des tailles, et aussi probablement aussi l'augmentation du niveau de formation dans ces domaines. Des nouvelles générations acteurs qui sont davantage formées et disons, aguerries à ces nouvelles méthodes. Elles sont probablement un peu plus sensibilisées. Donc ça, c'est pour la partie agricole. Donc globalement, dans tous les secteurs, c'est digitalisation, intelligence artificielle. Ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels on travaille beaucoup et on investit pas mal de temps homme sur ces thèmes-là pour essayer de à la fois chercher des modèles de productivité. On a développé, par exemple, sur les économies d'énergie dans certains secteurs industriels, des modèles qui nous permettent de vraiment significativement avoir un impact sur l'énergie, sur la gestion de l'eau, sur tous les sujets qui concernent l'environnement. Donc ça, c'est pour la partie un peu plus industrielle. Et pour la partie agricole, agronomique, là aussi, on rentre dans les logiques de travaux autour de l'intelligence artificielle, autour de développer des modèles où finalement, on essaye de lier la donnée captée par les différentes OAD, les différents capteurs qui étaient évoqués, vers de nouveaux modèles agronomiques qui nous permettent d'optimiser à la fois les émissions de carbone, à la fois l'utilisation de l'eau, à la fois la réduction de l'utilisation des intrants, qui servent à la fois l'environnement, hein, j'ai une petite casquette RSE et je ne peux pas m'en passer, qui servent à la fois l'impact environnemental, mais aussi et surtout, et c'est ça qui va faire l'adoption, l'impact économique sur la ferme. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas faire de l'environnement pour de l'environnement, c'est de faire vraiment des modèles qui permettent économiquement d'être performants, qui ensuite servent le modèle environnemental. Et l'objectif, évidemment, c'est d'aller vers cette troisième voie de l'agriculture, mais aussi de répondre au cahier des charges des partenaires. Alors, bien entendu, une des forces qu'on a chez Invivo, c'est d'être à la fois en amont et en aval, avoir le contact direct avec nos industries auprès des consommateurs ultimes dans certains cas et des grands clients de la transformation industrielle. Et du coup, on a cette capacité aujourd'hui à bien répondre au cahier des charges et à décliner ces cahiers des charges dans des modèles techniques. Donc on a développé des modèles de traçabilité avec de la blockchain, on a développé des modèles de traçabilité autour des cahiers des charges des grands industriels, on développe nos propres cahiers des charges avec Semence du Sens qui nous permettent comme ça de maîtriser l'entièreté de la traçabilité de la donnée pour être en capacité d'amener une valeur complémentaire aux industriels, que ce soit une valeur qualitative, une valeur de traçabilité, mais aussi des modèles de valorisation autour de l'amélioration de la supply chain et de l'amélioration des modèles logistiques globaux. Adrien Thuré, je l'ai dit, vous êtes responsable du développement de Ferme Leader. Qu'est-ce que c'est Ferme Leader? C'est pas qu'un t-shirt. C'est pas qu'un t-shirt. C'est pas qu'un polo. Et Leader, c'est d'ailleurs un acronyme, c'est Living Lab des exploitations digitales agricoles en réseau. D'accord. Et à l'origine, Ferme Lancé Leader, en 2017, c'est ça? 2017, c'est ça. Avec ces premières années où on va dire que le projet était aussi en construction, on a très vite fédéré un réseau de coopératives et d'agriculteurs autour des sujets numériques,
comme le disait tout à l'heure, il y avait l'essor du numérique à partir de 2015 où il y a énormément de solutions qui étaient sur le marché. Le digital, c'était vraiment le sujet sur lequel il fallait être. On a décrypté avec les équipes et avec les différents métiers. On s'est beaucoup appuyé sur Quest pour aller chercher des innovations qui sont un peu partout dans le monde, sur les différentes régions, et de pouvoir, à travers ça, animer, déployer un certain nombre d'innovations chez des agriculteurs. Voilà, et chez des... Ça veut dire que vous les aidez à prendre en main ces nouvelles technos, à les adapter, à les déployer. C'est ça. Et en fait, il y a toujours cette notion de formation, d'accompagnement à la prise en main, puisque finalement, avant de choisir un projet, il faut déjà comprendre ce que peut apporter cette technologie et quels peuvent être les bénéfices. Et après, au-delà de la promesse, il faut la vérifier sur le terrain avec l'aide des agriculteurs et des conseillers. Et c'est pour ça qu'on a différents niveaux justement de projets. OpenField, c'est du live, hein, vous avez vu, ça circule aussi sur les champs. Adrien, vous êtes en quelque sorte un bureau d'études, de conseil, c'est ça ? On a ce rôle à la fois de conseil, bureau d'études pour les fournisseurs de services. Donc là, on a 3 programmes dédiés sur lesquels on les accompagne d'une technologie qui va être très early stage, qui a été sourcée un peu plus loin finalement que sur le marché français, et d'autres innovations qui vont être plus abouties, sur lesquelles là on va vraiment mettre en place des projets directement chez les coopératives agriculteurs, toujours avec aussi cette conscience de ne pas amener des choses trop tôt aussi chez les agriculteurs et coopératives pour éviter cette déception qu'il y a aussi beaucoup eu pendant un temps. Vous avez utilisé un terme anglophone, early stage. On a un exemple d'early stage juste à côté de moi. Early adopter même, devrais-je dire. À quel type d'agriculteurs est-ce que vous vous adressez aujourd'hui ? On s'adresse à ces deux cibles, à la fois des Juliens, donc des early adopters, qui représentent vraiment les agriculteurs qui ont cette sensibilité pour l'innovation et qui vont vraiment être intéressés pour tester en avance de phase, même s'ils vont prendre peut-être plus de temps. Ils vont consacrer plus de temps. Il va nous expliquer un peu son cas. Et dans d'autres cas, on s'adresse aussi à ce qu'on appelle l'early majority. C'est plus l'agriculteur lambda représentatif de la ferme France qui va être plus ou moins intéressé par sa problématique, son besoin. Donc la gestion de l'eau, le carbone, la nutrition ou la santé des plantes. Et derrière, on lui amène une solution et il la prend en main ou il ne la prend pas en main. Il faut voir le pourquoi du comment. Alors, quel accueil, justement, généralement, vis-à-vis de ces nouvelles technos ? La réticence, de l'hésitation, de la curiosité Je pense qu'on a eu un peu tous les stades. Il y a eu aussi beaucoup de curiosité quand il y avait beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi pas mal d'innovations. On parle des stations météo, on parle même de beaucoup aussi de services satellites qui ont été utilisés, déployés. Il y a quand même une partie qui est très acculturée, mais ça reste quand même assez minime par rapport au potentiel du marché. Et quels sont leurs besoins aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez identifié ? Les thématiques prioritaires, on va dire, autour de la gestion de l'eau, on imagine, ça revient beaucoup. La gestion de l'eau, oui, effectivement, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y a la nutrition du sol, il y a la santé du végétal. On parle aussi dans santé du sol, la vie du sol. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille également beaucoup, parce que ça parle aussi beaucoup. Il y a effectivement tous les sujets autour du carbone. Et après, il y a ce qu'on appelle nouvelles pratiques, tout ce qui tourne autour des nouvelles pratiques. Et ça rejoint un peu plus aussi dans l'introduction ce que vous aviez évoqué autour de la gestion de l'exploitation, finalement, le gain de temps, des nouveaux itinéraires. Mais pour compléter aussi, on n'est pas là pour apporter de l'innovation, juste pour apporter de l'innovation. Et c'est tout l'intérêt d'OpenField, c'est de montrer justement comment l'innovation s'intègre dans des itinéraires techniques et quelle va être la valeur ajoutée. Question que j'ai envie de vous poser à vous deux. L'innovation, vous allez vous en inspirer sur des modèles à l'international ? Vous allez la chercher ailleurs, Olivier ? Oui, Quest, c'est son rôle. Quest travaille aujourd'hui avec un réseau d'un certain nombre d'acteurs qui viennent d'Israël, des US, des Pays-Bas, et d'un certain nombre d'autres pays. L'idée, c'est vraiment d'être à l'affût de toutes les nouvelles technologies pour ensuite voir avec les équipes Ferme Leader en se disant est-ce que chez nous ça joue pas, c'est trop tôt On s'inspire de quoi ? Des États-Unis, basiquement ? Non, alors un petit peu. Non. Les États-Unis sont bien entendu, c'est un gros marché. C'est pas la même échelle non plus. Mais c'est pas la même échelle. Mais aujourd'hui, en Europe, les Pays-Bas sur l'agtech sont plutôt très en avance.
Sur les sujets de l'eau, l'Israël est très largement en avance. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sourcer les données de ces différentes technologies, que ce soit des startups ou des technologies. Hein, il y a pas de, on est assez agnostique sur le sujet, pour ensuite les rapporter chez nous, voir si on a des capacités de test, voir si ça vaut le coup, et ensuite lancer quelque part les premiers tests chez nous pour ensuite les déployer éventuellement si ça fonctionne. Avec bien entendu pas seulement le sujet de la donnée, des IoT divers et variés et de la donnée, mais aussi des produits, des modèles qui soient un petit peu différents. Hein, quand on parle d'agriculture de régénération, quand on parle d'agriculture bas carbone, ça a aussi des impacts sur les itinéraires agronomiques. Bien sûr. Et on ne peut pas considérer que les innovations, une par une, vont résoudre tous les problèmes. C'est vraiment rentrer dans une logique systémique. Adrien et Jérôme aussi, on va s'inspirer ailleurs de ce qui se fait ailleurs. On dit tout le temps que la France est en retard sur tout. Est-ce que là, c'est le cas aussi? Oui, mais en fait, on est en retard et on avance. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est tellement complexe. Mais complexe, il y a aussi du positif. Hein. Il y a la complexité avec tous les réseaux aussi qui sont en place au niveau de l'agriculture en France, qui est simplifiée dans tout un tas de pays, hein, si on prend d'autres filières ailleurs. Et aussi complexe au niveau des sols, au niveau de l'historique des sols. BIAPI est né sur ce constat-là, hein, des sols qui ont évolué et des découpages des parcelles qui ont changé sur les années passées. Et donc voilà, sur cette complexité pédoclimatique qu'on peut retrouver en France, avec des régions, des contextes qui sont vraiment très différents, des pratiques aussi agricoles qui diffèrent. On prend l'exemple de la viticulture, hein. Dans le Grand Est et dans la région bordelaise ou en Champagne, ça n'a rien à voir. Et donc là, on a vraiment un terrain de jeu super complet pour tester ces différentes innovations et pouvoir voir justement la capacité d'adaptation, parce qu'un enjeu, c'est aussi la scalabilité de ces solutions. Oui, aujourd'hui, c'est le point clé et c'est lié à la rentabilité. C'est même la difficulté en fait. C'est la difficulté et c'est ce qui va faire la rentabilité demain de ces services, de pouvoir justement faire en sorte qu'ils soient adaptés à ces différents contextes. Donc une fois qu'on a presque vu les différents scénarios en France, c'est une porte d'ouverture aussi pour le marché européen, puisqu'il y a d'autres marchés qui sont beaucoup moins complexes que le nôtre. Donc c'est aussi une opportunité. Jérôme, la particularité du marché, c'est qu'il est complexe ici. Moi, je voulais juste rebondir sur un point qu'on a abordé un petit peu, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que voilà, c'est au cœur de l'actualité en ce moment. Pour moi, en agriculture, ça va être une réelle opportunité en fait. Parce que jusqu'à maintenant, dans les modèles qu'on utilise, c'était des modèles quelque part binaires, informatiques, où on écrit de manière procédurale un peu avec des conditions, ce qui peut se passer et comment on réagit en face. Sauf que le monde agricole, c'est le monde du vivant. Donc on ne peut pas réaliser et réagir avec simplement des 0 et des 1. Donc là, l'IA va apporter en fait un raisonnement un peu plus complexe comme un cerveau humain, comme on peut le faire en fait, pour justement avoir de la prise de décision qui soit plus éclairée en fait. Et avec beaucoup plus d'indicateurs qu'on peut le traiter dans un modèle procédural classique. Donc ça, c'est important. Il y a aussi justement le traitement de la donnée. On va pouvoir gérer des quantités énormes de données de manière plus simple en fait, comme on le fait maintenant, mais avec des flots beaucoup plus importants. Donc la révolution pour moi, elle est vraiment à ce niveau-là. Et pour moi, on va parler vraiment d'une vraie révolution. Les objets connectés, on disait que c'était la troisième révolution agricole, etc. Je ne pense pas. C'est un moyen, c'est un outil qui est très, très important, mais la vraie troisième révolution, ça va être l'intelligence artificielle. On va poser la question tout de suite à Julien. Julien Badureau, vous êtes agriculteur chez EMC2. Vous participez depuis le début à Ferme Leader en tant que early adopter. Ça veut dire quoi? Éclairez-nous sur cette... j'en sais rien du tout. Vous savez pas Ça veut dire, dès le début, il vous a rejoint parce qu'il fait partie des geeks. Oui, il a une sensibilité plus forte pour ces sujets. Féru d'innovation, c'est ça surtout. Exactement. Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de vous rapprocher de Ferme Leader? Comment c'est né? Quel a été le déclic? J'ai toujours bien aimé me reposer des questions sur mon système depuis que je suis agriculteur. Ouais. Rien n'est jamais figé, autant la météo que les systèmes en entier. On a des nouveaux défis devant nous. On nous demande d'un autre côté d'être beaucoup plus résilient, beaucoup plus... d'avoir une sensibilité environnementale beaucoup plus forte. Et je me dis, finalement, il faut faut que l'agriculteur puisse s'aider, il puisse s'augmenter de tout ce qu'il peut. Alors ça peut être des choses qu'on a un peu oubliées, qu'on revient, mais aussi de la nouvelle technologie, des capteurs, des OAD, pour être
beaucoup plus résilient. Est-ce que vous diriez que ce virage, finalement, aujourd'hui, on est obligé de le prendre, quoi. On ne peut plus être agriculteur comme l'ont été peut-être nos grands-parents, les générations précédentes, finalement? Oui, ça c'est sûr qu'on ne peut plus être agriculteur comme l'ont été nos grands-parents. Après, il faut aussi vivre avec son temps. Un agriculteur, il doit vivre avec son temps. C'est pas quelqu'un qui vivait au siècle dernier. Il faut évoluer avec son temps. On a des nouvelles technologies qui nous aident aussi beaucoup, qui nous rendent beaucoup de services. Alors expliquez-nous, illustrez un peu. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quelle est votre activité? Alors moi, je fais des céréales. Des céréales, d'accord. Des oléoprotéagineux. J'ai adopté... Quels sont les technos qui vous aident aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses, il faut dire quand même les choses, il y a des technos qui fonctionnent et puis d'autres qui fonctionnent moins bien, qui ne sont pas indispensables, pas utiles, compliqués à utiliser, etc. Dites-nous les choses. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça a un intérêt technique, un intérêt économique, un intérêt environnemental et que ça me fasse gagner du temps aussi. Parce que, gagnant, quoi. C'est ça. Parce que je consacre un peu de temps à ma coopérative aussi en tant qu'administrateur. Et puis de l'autre côté, j'ai une famille, je suis papa. Et j'aime bien passer du temps avec mes enfants. Ah oui, donc là, c'est donc voilà. Et aujourd'hui, j'utilise des choses qui deviennent très classiques, très banalisées, les GPS sur le tracteur, la coupure de tronçon. Alors là, après, on va plus sur des OAD. Là, j'ai fait cartographier mon exploitation, tous les sols de mon exploitation. Donc on sort une cartographie avec tous les éléments qui contiennent le sol et on module les engrais et tous les intrants bientôt demain dans la parcelle. C'est la modulation intra-parcellaire. C'est pour mettre vraiment la bonne dose au bon endroit. Là où il n'y a rien besoin de mettre, on ne met rien. Là où il y a besoin, on met beaucoup. Et puis voilà, j'utilise aussi, j'ai une station de météo connectée, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est indispensable? Non, c'est pas indispensable, c'est une aide. C'est une aide. Quand je pars avec mon pulvé, j'aime bien savoir s'il y a du vent. Alors, c'est des choses qu'on peut mesurer comme ça, mais le fait de prendre le smartphone... c'est fiable? Ouais, c'est fiable. C'est devenu très, très fiable. Ou les radars de pluie, on voit à quelques heures le nuage arriver. Est-ce qu'il faut aller pulvériser ou pas? À l'inverse, il y a des technos qui ne sont pas indispensables ou qui ne fonctionnent pas. On peut dire les choses, hein? Oui, enfin... Il y a surtout, c'est des modèles économiques qui fonctionnent. Jérôme et Adrien serrent les fesses. Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a des technos qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas abouties. Voilà, c'est tout. Comme ça. J'avais essayé un capteur optique qui en fait était censé détecter des insectes dans le maïs. Ça ne marchait pas. D'accord. Tout, il n'a jamais réussi à reconnaître l'insecte, machin. C'est tout. Voilà. Parce qu'il était pilote chez vous? C'est toujours le problème de l'innovation, c'est qu'on essaye des choses, on n'est jamais sûr du résultat. Voilà. Et donc, en tant qu'early adopter, pour reprendre le terme, c'est vrai que parfois, il y a effectivement des choses qui ne marchent pas parce qu'on partait sur un chemin, on pensait que ça allait fonctionner. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on est dans un environnement qui ne sont pas toujours très friendly pour ces petites bébêtes hautement électroniques. C'est dehors, le en plein vent, la pluie, les changements de température extrêmes. La nature qui bouge. Oui, mais qui fait que... normalement c'est conçu pour, Adrien. Justement, c'est là où c'est vraiment impactant et hyper important de considérer que le temps long dans le secteur agricole. C'est-à-dire que les fournisseurs de ces innovations, ils n'ont pas la possibilité, comme dans d'autres domaines, ou même sur la partie plus industrielle, de pouvoir tester 50 fois consécutivement l'outil à n'importe quel moment de la journée et autres. Là, il faut que... Il y a peut-être 2-3, si l'entreprise ou la start-up a 2-3 ans d'existence, c'est-à-dire que potentiellement elle n'a que 2-3 campagnes agricoles. C'est vraiment rien en termes d'expérience. 3 runs de production. C'est ça. Et si la pré-série, c'était le cas avec le Covid, arrivait en cours de route et que, en termes d'industrialisation de la solution, ils n'avaient pas le produit abouti au début de la campagne, par exemple sur l'irrigation, on a eu des sujets comme ça, engager ou mettre en place des projets en cours de campagne d'irrigation, les agriculteurs, ils ont leurs pratiques, ils ont leurs habitudes, ils ne veulent pas tout changer tout de suite, c'est plus compliqué. Donc pour ces entreprises-là, ce n'est pas si facile non plus. Bien sûr. Et ça demande aussi peut-être un temps plus long que tout un tas d'acteurs ont du mal à... Jérôme, ce temps long, il est essentiel pour vous aussi? C'est important et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pour moi, ça fait partie du processus de construction. C'est pas grave de le dire. Il y a des objets qu'il faut connecter qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent mal. Mais voilà, je pense qu'on est tous là réunis aussi pour faire en sorte que, justement, d'aider les startups, d'aider les entreprises innovantes à construire le meilleur outil en fait. C'est pour ça qu'on a des fermes pour tester tout ça.
c'est vraiment de la co-construction. Je saisis au vol ce que vous dites, il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais quand il y a un engagement financier, on ne peut pas se permettre non plus de rater le coche. Ouais, c'est pour ça aussi que je pense que le rôle des fermes expérimentales est important en fait, de quelque part supporter en fait, cet investissement-là initial et de pouvoir dire de manière totalement transparente ça fonctionne bien ou ça ne fonctionne pas forcément super bien, mais mieux dans ces conditions-là, ou ça ne fonctionne pas du tout. Mais c'est d'éclairer en fait l'agriculteur et que lui ne subisse pas ces investissements. Bien sûr. Moi, ce que j'avais bien aimé, ce que j'aime bien avec Farm Leader, c'est que c'est de la construction. Moi, si je rentre dans un projet avec un capteur, peut-être qu'il ne marche pas, mais il y a un retour. On discute aussi avec l'entreprise. On leur permet des fois d'améliorer. J'ai un autre capteur en tête donc sur de la reconnaissance d'insectes, où la première année, ça ne marchait pas. On a fait remonter des choses et la deuxième année, ça marchait, quoi. Est-ce que typiquement, c'est le genre de techno dont vous ne pourriez plus vous passer aujourd'hui ? C'est le genre de techno. Moi, je vais toujours. Vous aimez la techno, oui, ça on l'a compris. Mais j'aime toujours. Je suis agriculteur avant tout, je vais voir mes champs. Oui. Voilà. Alors, il y a certaines technos, elles n'aident pas beaucoup. Elles aident sur la reconnaissance, mais il faut quand même aller voir le champ. Si vous mettez une cuvette connectée pour vérifier les insectes, il faut quand même aller la voir, la nettoyer et tout ça. Donc là, on ne gagne pas beaucoup de temps. C'est vraiment le lien aussi et l'intérêt que peut représenter l'innovation, c'est de prouver. Quand on parle de troisième voie de l'agriculture, c'est d'amener la preuve et de remonter des informations qui vont permettre justement de comprendre et d'adapter les pratiques. Ça ne veut pas dire remplacer, et c'était un peu le débat au départ de la robotisation et autres, de remplacer l'homme. Non, c'est le complément et l'intérêt que peuvent représenter ces innovations. Et ça ne veut pas dire que l'agriculteur ne doit plus aller sur le terrain pour irriguer, il ne doit plus aller voir les insectes et continuer à avoir ses observations de terrain. Non, c'est complémentaire, mais ça permet aussi d'amener des éléments caractérisés. Même pour les parties prenantes, ça peut être valorisé par la suite. Donc de dire, voilà, j'ai eu tel insecte, derrière, ça amène des preuves pour la collectivité, pour des mesures sur l'exploitation. Est-ce que vous faites du prosélytisme auprès de vos confrères ? Comment est-ce qu'on dit dans la profession ? Est-ce que vous rencontrez autour de vous des gens qui sont totalement réticents, que vous essayez de convaincre comment ça se passe entre vous, les liens entre agriculteurs sur ces nouvelles technos, justement ? On échange toujours beaucoup. En fait, moi, des fois, je parais un peu... Je passe un peu pour un extraterrestre dans le secteur parce que moi j'essaye des trucs, alors il y a des gens ils voient des choses bizarres dans mes champs, tout ça, donc ça interpelle. Bon voilà, après je partage mon expérience. Moi je n'ai pas un bâton de pèlerin, je veux convertir personne. Mais quel retour il y a des agriculteurs autour de vous ? Ça intéresse. Moi je vois aujourd'hui l'OAD que j'utilise pour la modulation des engrais et tout ça. Ça intéresse, on me pose des questions. Après moi je leur montre ce que l'intérêt de tout ça. Je fertilise aujourd'hui très différemment de ce que je faisais il y a 5 ans avant de commencer le programme. D'accord. Et j'ai des gains de rendement, ou des gains financiers. Et donc c'est comme ça qu'on montre. Gains de rendement, gains financiers prouvés, concrets, que vous avez établis. Donc ça c'est la preuve. Ouais, c'est la preuve. Ouais. C'est comme ça que ça marche chez les agriculteurs. C'est quand chez le voisin ça marche, on essaye aussi de le faire. Oui, voilà, c'est ça aussi l'intérêt. S'arrêter à la promesse. C'est ça. Faut aller jusqu'au bout. Bien sûr. Pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre Ferme Leader et les fermes connectées ? Pour que les gens, parce qu'on s'adresse aussi au grand public aujourd'hui sur Openfield, quelle est la différence entre vous deux ? Vous êtes complémentaires Tout à fait. À titre d'exemple, sur Openfield, on a Agrinovex, qui est la ferme expérimentale d'Invivo et qui est labellisée Digiferm. Donc on a vraiment cette complémentarité depuis le départ, avec finalement des fermes côté Digiferm où il y a à la fois ce côté protocole dans ces fermes expérimentales et des agriculteurs sur lesquels il y a des relais qui sont présentés. Nous, on a constitué un réseau de fermes avec des agriculteurs et des coopératives sur lesquels on leur apporte des technologies gratuitement. Pareil, ils n'ont pas de coût. On parlait tout à l'heure de retour et de transparence sur les retours. Ça, c'est hyper important qu'ils n'aient pas d'engagement financier. Et de pouvoir, on a construit justement différentes briques qui vont de l'expérimentation, donc qui se rapprochent plus des digifermes qu'on peut faire aussi sur notre digiferme, avec d'autres projets qu'on met en place et on engage notamment beaucoup les conseillers dans ces projets-là pour ce côté aussi massification des retours et des expériences. Et il y a une autre brique qui est plus, disons, entre un accompagnement autour d'ateliers avec des coopératives, des agriculteurs ou d'autres types de parties prenantes du réseau sur la construction du business model, donc plus une approche un peu marketing où
finalement de conseils aussi pour ces sociétés. Je rebondis sur ce qu'Adrien dit, l'aspect financier. Concrètement, vous avez mis des billes perso dans l'investissement de ces nouvelles technos. Vous avez été aidé. Oui. Alors, donc on n'a pas intérêt à ce que ça ne marche pas quand même. Quand ça passe par Farm Leader, quand je travaille avec Farm Leader, c'est il y a des ça coûte pas très cher parce que le matériel est souvent mis à disposition à un moment pour tester, mais il faut faire du feedback aussi. Mais à un moment donné, il faut investir. À un moment, après on a le choix. Soit on rend le capteur, je sais pas quoi, soit on investit. Après, sur les OAD, c'est de l'investissement personnel. Ouais. Et j'ai mis un peu de rond. Donc il n'y a pas. Mais moi je dis toujours, c'est moins cher qu'un tracteur aujourd'hui. D'accord. Ça m'est plus bénéfique. Et puis, voilà, si mon sol il se porte mieux, tant mieux. Et ça, vous l'avez constaté, vous avez constaté des changements. Jérôme. Une anecdote justement pour rebondir sur l'appropriation des agriculteurs. Nous, on avait fait un essai avec un vendeur de stations météo connectées. Et au final, on les mettait à disposition à certains, je crois que c'était 3 mois. Et au bout des 3 mois, l'agriculteur pouvait dire non, j'en ai pas l'utilité, je la rends ou je la garde. Et puis voilà, je l'achète à un prix un peu réduit. Et au final, je crois qu'il y avait 15 agriculteurs. Il y en avait à peu près la moitié de réticents qui me disent non, moi, j'ai pas besoin de ça, c'est le gadget, etc. Il y en a qu'un qui l'a rendu au final. D'accord. Donc voilà, et je pense qu'il faut vraiment tester en fait et utiliser pour comprendre l'intérêt en fait. Sur un dépliant, sur un salon, etc. C'est compliqué mais au quotidien, je pense que c'est un élément important. Et nous, on le voit au final, voilà, il y a une appropriation qui est importante. Bien sûr. Je n'ai pas rendu la mienne non plus de station. Vous ne l'avez pas rendu, non. Olivier. C'est un processus d'adoption comme toutes les innovations dans tous les secteurs industriels. Ce processus d'adoption, il passe par le fait que ce soit opérant, pratique à mettre en œuvre, facile, que ce soit économiquement pertinent, parce qu'à la fin, sans valeur créée, il n'y a pas de raison. C'est ce que j'appelle le rapport enquiquinement sur avantage. À un moment, il faut trouver le bon équilibre. Et enfin, il faut des acteurs qui soient en capacité de s'approprier la techno, de la déployer et de la faire vivre dans le temps. Parce qu'encore une fois, on disait tout à l'heure, on a en agriculture un run de production par an. On est dans une industrie de très long terme. Donc, que ce soit pour le carbone ou pour le reste, on n'a pas 50 runs pour essayer. Donc, toutes ces initiatives que je vais qualifier de systémiques, qui à la fois intègrent des fermes expérimentales, des agriculteurs, des réseaux qui sont finalement France entière, sur différentes technologies ou sur différentes cultures, que ce soit la vigne ou la grande culture, ça nous permet aussi de tester de manière assez large l'effectivité et la performance des différents outils, que ce soit produits, technologies, IoT et autres intelligences artificielles. Tous les deux, Jérôme, Adrien, l'idée c'est de convertir l'ensemble du territoire agricole. Vulgariser, c'était un très bon mot. C'est pas de forcément convertir pour convertir, c'est de mettre en avant justement les bénéfices que ça peut représenter. Et si l'agriculteur a un besoin et s'identifie par rapport à l'intérêt que peut représenter l'innovation, il va l'adopter. Et il y a ces notions d'adoption aussi qui sont hyper importantes. Il y a l'adoption immédiate, c'est ça m'intéresse et je le garde pour une année. Et l'adoption sur le long terme aussi, c'est encore un autre niveau. Pour revenir à la genèse aussi de l'innovation et justement du numérique, c'est pour répondre à une problématique. Oui, au départ, oui. Si je n'ai pas de problématique, pas besoin d'outils numériques en fait. Mais peut-être que je pense que je n'ai pas de problématique. Oui, finalement, je pourrais améliorer ma rentabilité. Par exemple, pour du stockage de grains à la ferme, donc j'ai un agriculteur qui me dit non, moi j'ai pas besoin de tes sondes, je ventile très bien, mon grain est à la bonne température, il se conserve bien, etc. Et le problème, je lui ai dit, mais combien ça te coûte la ventilation en fait? Parce que tu ventiles peut-être beaucoup trop. Et là, avec les problématiques actuelles de réchauffement climatique, à un moment donné, l'optimisation est importante. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, ils ventilaient trop en fait. Et ils ventilaient à des moments qui n'étaient pas opportuns en fait. D'accord. Donc du coup, il y avait un gain économique, lui, réel derrière. La qualité était la même, mais avec beaucoup moins d'énergie. Olivier ? Optimisation, je crois que si on prend l'exemple des silos, c'est un bon exemple. Nous, avec les différents réseaux de coopératives ou de souffle agriculture, on a aujourd'hui des grosses capacités de stockage. On a des capacités aussi à tester ces technologies-là dans différentes de nos installations et ensuite chercher à accompagner le déploiement. Je crois qu'il y a aussi, on parlait tout à l'heure de vulgarisation, de prosélytisme, vous avez utilisé ce terme.
je crois qu'on a aussi, en tant qu'InVivo, une responsabilité de transformer le modèle agricole France. On a vu les enjeux, on a parlé de l'eau, on a parlé du carbone, on a parlé du réchauffement climatique d'une manière générale. Je crois que ça fait aussi partie de notre responsabilité collective en tant que coopérative d'arriver à construire un modèle de déploiement qui soit pérenne, durable, qui soit économiquement pertinent pour l'ensemble des acteurs, parce que sans pertinence économique, il n'y a pas de déploiement de masse. Et c'est ça qui, grâce à toutes ces initiatives, qui va nous permettre de démontrer, dans certains cas, pas toujours, hein, des fois ça ne marche pas, c'est ce qu'on disait, dans certains cas, la pertinence globale du déploiement de ce modèle en trouvant, selon les régions, selon les récoltes, la techno adaptée. Est-ce que ça veut dire que pour aller vraiment vers cette troisième voie de l'agriculture, ce virage des nouvelles technos, finalement, il est incontournable, indispensable? Est-ce que ça passera par là, la troisième voie de l'agriculture? Alors après, c'est un sujet de conviction. Nous sommes, sinon on ne ferait pas tout ce qu'on fait, nous sommes convaincus que la digitalisation, la technologie sont des apports majeurs, mais comme dans tous les autres secteurs. Si on prend l'exemple de l'énergie, il y a 3 ans, on ne se posait pas la question de l'optimisation énergétique à tout va. Aujourd'hui, suite à la crise qu'on a eue l'hiver dernier, tout le monde se pose le coût de l'optimisation, travaille sur les optimisations. Alors, les prix de l'énergie varient, donc forcément les intérêts économiques sont variables dans le temps, mais globalement, on voit bien que ça a transformé les états d'esprit. On accepte des choses aujourd'hui qu'on n'acceptait pas il y a 3 ans, ne serait-ce que d'essai. C'est-à-dire ? Sur tous les sujets, changer les cahiers des charges d'industriels pour répondre à des enjeux, que ce soit de traitement de l'eau, de conservation de l'eau ou de réduction de consommation énergétique, c'est des choses qui n'étaient pas accessibles il y a 3 ans. On n'envisageait pas le sujet. Aujourd'hui, nos industriels nous disent OK, on peut bouger les cahiers des charges si ça permet de. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut répondre à toutes les problématiques des agriculteurs ? Est-ce qu'il y a une problématique à laquelle on est confronté et aujourd'hui, on n'a pas la réponse, on n'arrive pas à s'adapter? Est-ce que la problématique de la ressource en eau... on vit avec la nature. Oui. Et je pense que c'est la réponse. On est capable d'adresser un certain nombre de problématiques des agriculteurs. Maintenant, le cycle de l'eau tel qu'il est aujourd'hui, le comportement du climat, je pense qu'il faut être modeste. On est capable de répondre à beaucoup de choses, mais probablement pas à tout. Adrien ? Non, c'est très complémentaire à ce que je souhaitais dire. On ne peut pas tout adresser et répondre. En fait, dans une problématique, il y a plein de sous-problématiques. Et c'est un peu dans une thématique, la gestion de l'eau, il y a énormément de sous-sujets sur lesquels il y a des besoins spécifiques. Il y a des gens qui travaillent sur un certain nombre de ces besoins. Maintenant, de dire qu'aujourd'hui, on est capable et on sera capable d'y répondre, et dans quel délai, on n'est pas forcément mesuré. Jérôme, est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que vous êtes confronté? Détection des adventices, je pense qu'il y a encore un sujet à creuser. Expliquez-nous pour les gens qui En fait, c'est vraiment détecter les mauvaises herbes dans la parcelle. Ouais. On a des problématiques même avec de l'IA, de formes assez similaires, de couleurs assez similaires, etc. Donc c'est pas aussi efficace que ça pourrait l'être. Donc les modèles s'améliorent, il y a des solutions qui arrivent sur le marché qui sont pertinentes. Et je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin justement pour réduire les intrants et répondre aux problèmes sociétals des produits phytosanitaires et autres. Donc voilà, il y a une marge de progression encore, on peut aller encore plus loin. Bon, c'est bien, c'est plutôt un bon message. Julien, qu'est-ce que vous venez chercher sur Openfield? Pourquoi vous venez là? Je viens parce qu'on m'a invité. Ah. Parce que l'apéro est bon, Mathilde. Un peu de technicité, un peu des choses nouvelles qui pourraient alimenter ma réflexion sur la construction du modèle de. Vous avez des besoins en matière de techno aujourd'hui, identifiés? Vous savez ce qu'il vous faut? Des mauvaises herbes en ce moment. Voilà, donc, je cherche aussi peut-être des solutions, mais peut-être juste agronomiques, pas que forcément un capteur, de l'innovation, tout ça. Peut-être qu'il faut que je change ma rotation. On voit que l'innovation variétale, elle fait beaucoup de choses en ce moment. C'est tout ça que je viens chercher ici. Est-ce que vous diriez, j'ai posé la même question tout à l'heure dans la table ronde précédente, mais elle me semble pertinente aussi ici, est-ce que vous diriez que le métier d'agriculteur, finalement, il a été complètement bouleversé, il a vraiment changé par rapport aux anciennes générations? Ah oui, ça c'est sûr. C'est plus le même métier, quoi. J'ai la chance encore d'avoir mon grand-père qui a 97 ans et on ne travaille pas du tout de la même façon. Même il travaille lui aussi, il est agriculteur. Ah non, il n'y est plus maintenant, il est en retraite, mais entre quand il me parle de comment il exploitait, comment mon père exploitait, comment j'exploite aujourd'hui, c'est carrément ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et vous avez envie de leur dire, il y a ça qui peut vous aider, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. S'il y avait un produit, une techno à conseiller qui vraiment aujourd'hui qui vous semble indispensable, vous ne comprenez pas comment on peut faire sans, ce serait laquelle? Aujourd'hui, la techno, c'est la modulation et la coupure de tronçons par GPS.
Ça, c'est vraiment, ça facilite, ça permet des gains environnementaux, économiques. Coupure de tronçon par GPS. Ouais. D'accord. Mais Qu'est-ce ça que se c'est? démocratise. En fait, Pour les néophytes comme moi. Le pulvérisateur ou le semeur engrais, ou même maintenant ça se déploie sur tous les matériels, il est dans le champ, il sait où il se situe et il va éviter les recroisements avec le GPS, il sait qu'il est déjà passé, donc il coupe. Il coupe la pulvérisation ou le semis. Génial. Et donc du coup on fait des économies d'intrants et puis on ne met pas 2 fois la dose là où il n'y a pas besoin. Voilà. D'accord, super. Merci pour ces messages, messieurs. Un dernier message, Olivier, ça vous va? Un message d'optimisme oui. toujours, parce que l'innovation, c'est pas que la technologie, c'est aussi la technologie, mais c'est aussi les états d'esprit. C'est pour ça que c'est important qu'on soit tous là et qu'on ait un public aussi large chez Agrinovex, parce que ça montre l'intérêt qu'on a de pouvoir montrer. On parlait de rotation, on n'a pas trop parlé de rotation agronomique, mais quand on mélange à la fois la rotation, les problématiques de capteurs, l'intelligence artificielle, enfin, l'ensemble du système d'innovation, on voit qu'on est capable de faire des choses finalement plutôt bonnes pour à la fois les économiques et l'environnement, et qui doit nous permettre d'expliquer au grand public que l'agriculture, on parlait de troisième voie de l'agriculture a été longtemps considérée comme le problème, et finalement on s'aperçoit que l'agriculture, grâce à tout ça, peut faire partie de la solution. Donc plutôt un message très optimiste pour l'avenir. Pourtant, en France, on est souvent très très frileux quand il s'agit de changements, de nouvelles technos, de nouvelles méthodes. Oui, mais c'est peut-être l'image qui est donnée, mais regardez, enfin, on a des robots, on a des capteurs, on a beaucoup de gens qui regardent l'intelligence artificielle. Donc oui, on est peut-être frileux, mais parce que les enjeux économiques sont importants et qu'on doit faire attention. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'innovation dans le monde de l'agriculture ou de l'agtech en France, on n'a absolument pas à rougir par rapport au reste du monde. Au contraire, je crois qu'il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait et qu'on continue d'aller de l'avant, à aller chercher. Les gens viennent chez nous voir ce qu'on fait, donc c'est preuve qu'on est loin d'être les derniers de la classe, et je crois qu'il faut continuer. On va continuer avec Quest, on va continuer nos collaborations, parce que, encore une fois, ça fait partie aussi de notre responsabilité de regarder devant et de s'assurer que l'agriculture fait bien partie de la solution. Un tout dernier mot à tous les deux. Jérôme, Adrien, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans vos étapes de déploiement? Quelles sont les prochaines étapes? Dites-nous en quelques mots. Nous, on continue de travailler justement sur la problématique des données et de la data, donc en ajoutant de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va en faire de toute cette data collectée à un moment donné? En fait, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas être dans les parcelles tout le temps. C'est important d'y être, mais tout le reste du temps, quelque part, on va être suppléé par des capteurs qui vont nous apporter cette donnée-là, qu'on va valoriser et qu'on va peut-être aller vérifier sur le terrain si ça correspond bien, mais ça nous donne une indication. Et en fait, l'idée, c'est que cette indication soit la plus pertinente possible. Donc là, on va intégrer du coup des modèles derrière. D'accord. Mais voilà, on va venir compléter le travail de l'agriculteur. Bien sûr. Adrien, un dernier mot. Vous en êtes où aujourd'hui? Du coup, on accélère un petit peu nos collaborations avec des entreprises étrangères. Donc là, il y en a une sur la robotique qui est venue aujourd'hui spécialement pour l'événement. Finalement, on s'appuie sur le travail qui a été fait sur les dernières années, notamment du programme Quest et des équipes, puisque l'innovation évolue positivement. Il y a des sociétés aujourd'hui qui sont beaucoup plus matures. Et on les a identifiées depuis pas mal d'années, mais maintenant, ça y est, elles commencent à être prêtes pour arriver sur le marché européen. Donc vraiment de travailler sur à la fois des plateformes qui vont nous permettre de préqualifier ces innovations avant de les amener sur le marché français pour après l'Europe, et de pouvoir mettre en place du coup des projets sur ces problématiques sur lesquelles on n'a pas forcément des solutions matures en France, mais qui vont pouvoir répondre aux besoins le plus rapidement possible pour nos agriculteurs. Tout cela est très réjouissant, messieurs. Merci beaucoup de votre participation à cette table ronde. Allez, on va rejoindre Robin, notre JRI qui se balade toujours en plein soleil. J'espère qu'il a son chapeau sur la plateforme. Il est avec Adrien Marc, animateur de réseau Fertiline. On va parler fertilisation des sols et si on améliorait notre impact environnemental. Et nous, on se retrouve après la pause déjeuner quand même. À tout à l'heure. Merci.